Internet est un outil formidable qui permet d'accéder simplement à quasiment toutes les connaissances de l'humanité, suivre l'actualité en temps réel ou se connecter aux gens, peu importe leur localisation. Puis mater du bon gros porn, c'est avec des meufs qui ont des énormes... Internet et les médias sociaux permettent des nouvelles interactions entre les individus, mais aussi pour les créateurs de contenu qui peuvent désormais toucher un maximum de monde et partager ce qui les anime. Oula, je sens qu'il y a un mec qui arrive. Mais pourquoi les gens, et surtout les créateurs de contenu, sont devenus d'immenses... Bah voilà. Oui, bon, en même temps, t'as lu le script. Pas du tout. En fait, la réponse est assez simple quand on y pense. Donc du coup, c'est déjà la réponse à la question? Bah oui, c'est une question de rhétorique. Rhétorique, c'est tout ce qui a rapport avec le travail du bois. Menuiserie? Ah oui, non mais c'est moi. Je confonds toujours. Tout est lié à un élément précis, le besoin de reconnaissance. L'âge d'or des plateformes reines comme YouTube ou Twitter est désormais terminé. L'expansion de ces réseaux a créé une massification des créateurs et des créatrices, qu'ils soient streamers, youtubeurs ou même tweetos. On devrait pas dire Xos maintenant ? Plus de créateurs signifie moins de visibilité, car les contenus se perdent dans une masse qui ne cesse de grandir, et donc une problématique arrive pour ceux qui créent dans le but d'être visibles. Par exemple sur YouTube, chaque jour, c'est plus de 720 000 heures de contenu qui sont publiées. Et tu te rends compte que dans l'eau, il y a des conneries. Ouais, et c'est une fierté en fait. Et sur cette plateforme, je catégorise deux types de créateurs. Les passionnés, qui sont là pour nous faire découvrir ce qui les anime, qui sont là pour nous divertir, ou juste qui créent pour le plaisir. Et ceux que je vais appeler les arrivistes, qui ne créent que pour un seul but, le clic, et donc la visibilité. Et c'est donc cette seconde catégorie qui va nous intéresser. Ou pas, parce que tu t'es peut-être déjà barré de la vidéo, mais c'est pas grave. Mais pour toi qui tiens le coup pour l'instant, et je t'en remercie, on va parler des arrivistes. Mais comme j'aime pas trop ce terme, on va plutôt les appeler les ratopnus. Je te laisse regarder à quoi ça ressemble sur Google, je pense que tu vas comprendre. Stop! Désolé, mais il y a un petit disclaimer qui a besoin d'être posé. Je ne cautionnerai aucun propos agressif, haineux ou harcèlement ciblé sur cette vidéo. Que vous souhaitiez attaquer ou défendre un créateur qui fait plus ou moins potentiellement partie de cette catégorie. Les commentaires seront modérés, avec attention, et je ne tolérerai aucun débordement. Seuls les propos construits et respectueux seront acceptés. Bon, maintenant que c'est dit, reprenons cette vidéo. Car ces créateurs, car oui ce sont essentiellement des hommes, vont opter pour une stratégie de contenu extrêmement simpliste, la violence. La bagarre! Parce que les gens sont en manque de sensationnalisme ou de drama. Plus les sujets sont controversés, tirant vers l'humiliation d'une personne ou d'un groupe de personnes, et malheureusement, plus ces contenus vont générer du clic. Il suffit de voir les derniers dramas qu'on a eu sur YouTube, avec en point d'orgue celui de Villebrequin, entre Pierre Chabrier et Sylvain Lévy. Ça génère des vues monumentales, lance un cercle vicieux, où les uns les autres se répondent, et surtout, englobe l'intégralité de l'internet qui ne fait qu'en parler. Aussi bien l'utilisateur lambda que les créateurs de contenu, qui y voient là une aubaine pour générer des vues. Et il ne faut pas oublier que pour certains, il n'y a pas de mauvaise publicité, car même un bad buzz a un intérêt pour certains créateurs. Ça fait parler d'eux, génère une visibilité immense, et surtout du clic sur leur contenu, qu'il soit positif ou négatif, et par extension, de l'argent. Parce que oui, être toxique, ça paye. Surtout qu'il est extrêmement facile de se cacher derrière une caméra ou une voix off pour attaquer des gens ou des sujets sociétaux qui sont pourtant positifs pour tous. Et plus la cible a une notoriété importante, plus l'appât du gain est présent car le contenu deviendra plus vendeur auprès du grand public. Et il en va de même pour certains termes, à même de générer les pires cauchemars d'une frange très conservatrice de la population, comme woke, non-binaire ou inclusif. Et comme je suis sympa, je vais même vous expliquer comment faire une belle miniature putaclic de ratopnu. Vous commencez avec un petit fond dégradé. Et vous allez prendre 3 influenceurs. 3 parce que c'est pas mal, ça permet de tirer un peu sur tout le monde. Et bien sûr, vous allez prendre des influenceurs qui sont reconnus dans leur domaine et surtout qui ont plus d'abonnés que vous. Sinon, c'est pas intéressant. Et bien sûr, le fameux titre alarmiste ou putaclic qui va inciter aux personnes à aller sur votre vidéo. Et dans ce domaine-là, le YouTube Gaming français est malheureusement un bel exemple de l'expansion des ratopnus. Et bien sûr, je ne mentionnerai aucun créateur dans cette vidéo. Déjà parce que je n'ai pas envie de leur donner de la visibilité, mais surtout j'ai envie de parler d'un problème de fond. Et un des principaux soucis est lié à la passivité des plateformes, en particulier Twitter. Car depuis le rachat en 2002, Twitter, ou X désormais, comme a voulu le renommer Elon Musk, mais désolé Elon, ça restera toujours Twitter. Et nous sommes là pour dire qu'ils peuvent toujours tenter de changer son nom. Mais pour nous,
Cela restera toujours Twitter! Twitter a renforcé le sentiment d'impunité chez les harceleurs, les personnes ayant des comportements toxiques, racistes, misogynes, complotistes et j'en passe. Surtout avec les effectifs de modération qui ont été réduits à peau de chagrin. Ce qui fait qu'une ambiance délétère règne désormais sur ces plateformes. Et ces créateurs de contenu en profitent et s'en donnent à cœur joie. Insulter, harceler, humilier fait partie désormais de leur activité quotidienne. Et bien sûr, comme désormais signaler ne sert plus à rien, ils se considèrent dans leur bon droit. Encore plus quand leur communauté, adepte de drama, de violence verbale ou même de sang, comme ils aiment le dire, les conforte dans ce mode opératoire. Les plateformes ne les sanctionnent pas, donc par extension, leur comportement n'est pas problématique. Associé en plus à utiliser leur nombre d'abonnés ou de vues comme argument d'autorité pour valider leur action, on finit avec un sacré cocktail. Patron ? Un jerk on the beach, s'il te plaît. Et pour savoir si tel créateur ou créatrice est un rat tout nu, il suffit de te poser une question assez simple. Est-ce que son contenu ou ses propos sont diffamatoires, cible une population identifiable par son genre ou son origine, et rejette toute notion d'évolution des mentalités dans la société? Et bien sûr, si ce créateur a des acquaintances plus ou moins assumées avec l'extrême droite, bah c'est la fête du slip. Qu'est-ce qu'on fait quand on a tiercé gagnant? Je vais essayer de t'expliquer les bonnes pratiques à appliquer. Premièrement, c'est limiter la visibilité des créateurs. Ne réagissez pas à leur contenu, ne les regardez pas. Ils ne vivent que pour les vues. Faites-les chier et ne leur donnez pas une crédibilité supplémentaire. Et je sais que c'est difficile parce que ces créateurs vont tout faire pour vous donner envie de réagir à leurs vidéos ou à leurs tweets. Je me suis fait avoir et j'essaie au maximum de ne plus le faire. Mais c'est difficile, surtout quand on est la cible de personnes limite obsessionnelles. En même temps, c'est difficile de pas dire à un gland que c'en est un. Je sais bien, mais il faut savoir se retenir, surtout quand le gland en question est le grand gourou d'une autre communauté de glands. Car automatiquement, ça finira en harcèlement. Maintenant, si vous êtes victime de ces personnes, bloquez-les sur les réseaux sociaux. Car leur objectif, c'est de vous attaquer de front. En particulier, s'il y a un rapport de force qui est complètement déséquilibré en matière de poids. Comment tu fais pour savoir combien il pèse? Non mais je parle d'abonnés. Et petite piqûre de rappel, avoir 20 000 à 50 000 abonnés n'est absolument rien dans le microcosme qu'est YouTube en France. Avec des tels chiffres, on ne fait même pas partie du top 3000 des créateurs de contenu français. Mais pour la suite, je vous propose de faire intervenir un spécialiste en matière de droit pénal. Eh ben merci Pierre-Ambroise d'être parmi nous pour nous partager un peu tes avis d'expert. Et franchement, la meilleure chose à faire là, c'est est-ce que tu peux te présenter? Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours, surtout en lien avec le droit? Alors, bonjour à tous, je suis Pierre-Ambroise Galouette, je suis élève avocat. Alors, concernant mon parcours, je suis tombé dans le droit un peu par hasard, on va dire. J'avais été très marqué pendant ma scolarité par mes cours de français, notamment Voltaire, Hugo et les combats qu'il menait. Alors, je sais que ça fait un peu cliché dit comme ça, forcément, mais j'avais envie de... Moi, j'ai ressenti le besoin de défendre des causes, de lutter contre l'injustice, et c'est pour ça que je me suis orienté dans le droit. Alors, au niveau de mon parcours juridique, à l'heure actuelle, je suis en stage en cabinet d'avocat, dans un cabinet de droit du travail, plus précisément, et je me forme en parallèle à la médiation, qui est une espèce de justice amiable, pour résumer ça très grossièrement. Je suis diplômé de contentieux privé et j'ai passé mon concours d'entrée à l'école d'avocat en droit pénal. Et pendant mes années de master, je me suis pris d'intérêt pour les questions de liberté d'expression sur le net. Et j'ai écrit un mémoire de fin d'études sur les dénonciations calomnieuses et diffamations à l'ère d'Internet. Donc ce mémoire à l'époque, c'était notamment parce qu'on était en pleine actu, hashtag MeToo, enfin tout ce qui était cancel culture. Et si d'un côté on peut voir dans ce genre de mouvement des manières de dénoncer notamment certains phénomènes de société et de redonner la parole aux victimes, on voyait aussi beaucoup de dérapages, que ce soit des campagnes de harcèlement ou de diffamation. Oui, malheureusement. Donc mon intérêt, c'était de voir et de mettre un peu en balance la liberté d'expression d'un côté, puis la présomption d'innocence des personnes visées. D'accord. Donc par rapport au contenu que moi j'ai évoqué dans cette vidéo, j'aimerais qu'on parle un peu d'un principe qui pour moi est important et je pense qui joue avec une certaine limite, c'est comment en France, parce qu'on est un peu une exception juridique je pense à ce niveau-là, comment on peut définir le droit à la critique? Le droit à la critique, déjà, il faut partir de la base. Donc le droit à la critique, c'est avant tout un corollaire du droit, de la liberté d'expression. Donc ça, ce sont les juges qui ont déduit l'existence de ce droit dans la liberté d'expression. Donc le droit à la critique, ça va correspondre à la capacité d'exprimer son opinion, positive comme négative d'ailleurs, sur autrui ou son travail. Donc on le retrouve en matière de critique d'idées politiques, philosophiques ou encore religieuses. On va le retrouver en matière de création artistique,
Ouais. Notamment, c'est très employé sur YouTube. Vous-même, vous savez sur quel genre de contenu. Ou encore de critiques dans le monde du travail. Alors, on peut penser au niveau des critiques d'un employeur contre son employé, mais l'inverse existe aussi. Oui, bien sûr. Donc, ce droit à la critique est une condition, voilà, qui est sine qua non à la démocratie. Ça, faut le savoir. Donc, en général, alors, je pense pas forcément que la France soit une exception, vu qu'on a d'autres pays, toutefois d'autres États de droit comme le Royaume-Uni où ça pose pas de problème. Mais effectivement, on trouve pas ça en dictature, Ah ouais, ça c'est sûr. assurément. Quand t'es élu à 99% des voix, c'est compliqué d'avoir du droit à la critique. Virgule 27. Toujours la virgule. Sinon, on n'y croit pas. Et c'est vrai que la difficulté avec ce fameux droit à la critique, c'est qu'aucune liberté n'est absolue. Ouais. Certes, on a le droit de critiquer, mais il faut pas oublier que la liberté de chacun s'arrête à l'horizon de celle des autres. Mhm. Et ça, c'est valable pour n'importe quelle liberté en droit. Or, le droit à la critique, donc, ça peut pas porter atteinte ni à ta vie privée, ni à ta dignité en tant que personne humaine, ni à ta Ouais. tranquillité voilà. Donc, à partir de là, le droit à la critique, ça n'ouvre pas de porte au harcèlement, à l'injure, à la peine, à la haine ou encore à la diffamation. La difficulté, c'est qu'il y a parfois beaucoup de flou entre la notion de diffamation et de Ouais. critique dans la pratique. La diffamation, si on doit la définir, c'est une infraction pénale avant tout qui consiste à imputer de façon mensongère des propos ou des faits visant à porter atteinte à l'honneur ou à la considération d'autrui. D'accord. Et vraiment, tout va reposer sur cette condition mensongère, euh, parce que quelqu'un qui va te critiquer de bonne foi, en étant persuadé que ce qu'il te raconte est vrai, et en ayant fait un minimum de recherche sérieuse, bah, on ne pourra pas le poursuivre pour diffamation. Oui, bien sûr. Et la même chose est, d'ailleurs, elle existe pour ce qu'on appelle l'exception de vérité. Euh, Si par exemple on accuse un youtubeur de pédophilie et que ce dernier alors, notamment je pense à un certain clash entre deux youtubeurs il y a quelques années, dont certains vont sans doute reconnaître les noms, et que effectivement on se rend compte que vous avez des dossiers sur votre ordinateur qui sont un peu suspicieux, Mhm. et ben vous n'allez pas pouvoir porter plainte contre ce youtubeur pour diffamation, parce que vous aurez prouvé qu'effectivement vous aviez raison. Ah, c'est marrant Alors, parce que en fait, ce que tu parles, ça arrive actuellement. Donc, on est le 15 janvier là. Je sais pas, tu connais le Radi Radier, alors je connais voilà de effectivement. nom, qui est accusé de pédophilie par un autre créateur qui est connu pour faire de la merde et faire des arnaques auprès de ses abonnés. Et en fait, en fait, il est en train de se défendre de ces arnaques par cette ligne de voilà, j'ai des soi-disant des preuves voilà, de pédocriminalité et envers une gamine de 16 ans, voilà. Mais en fait, il a rien et donc bah, là, ça part en plainte de la part du Radier Radier. Donc tu vois, c'est vraiment on est dans l'actu, malheureusement. C'est ça. Alors je pensais plus à un de ses potes en l'occurrence, mais oui effectivement. Effectivement, c'est l'actu, puis c'est quelque chose qui va souvent être très utilisé, forcément les dénonciations calomnieuses et Ouais. puis les mensonges pour écraser la personne. Tout Ouais. maintenant avec l'IA, qu'on peut faire des trucs qui sont tellement photoréalistes que y a qu'à se baisser pour ramasser, si on peut dire ça. C'est ça. Et tiens, par rapport à notre interview, c'est-à-dire que si on prend l'exemple du gros drama de ce début d'année, qui est le drama de Villebrequin, tout ce qui va être, par exemple, dénonciation d'adultère rentrerait dans le cadre d'une diffamation ou pas, étant donné qu'il n'y a aucune preuve réelle, mis à part des personnes floutées sur une image. Techniquement, ça pourrait effectivement rentrer dans le D'accord. cadre d'une diffamation si l'adultère étant quelque chose de honteux, du moins moralement, Ouais. on pourrait effectivement considérer que ça porte atteinte à son honneur ou à sa considération. Bon, après, il l'a repris. Maintenant encore faut-il prouver qu'effectivement il est bien allé cueillir des fruits ailleurs. Ah non, mais il l'a avoué. Il l'a avoué en live le lendemain. Il a dit, il n'y a pas... Attends, il a dit quoi? Il n'y a pas adultère, il y a infidélité. Voilà. Bon, cette histoire est folle aussi. Voilà, donc par rapport au contexte de cette vidéo, pour remettre en contexte, même si bon, les gens qui regardent cette vidéo savent de quoi je parle beaucoup de l'ambiance un peu délétère qu'il y a autour du YouTube gaming français, avec cette tendance en fait de créer du contenu qui a pour but de soi-disant dénoncer des pratiques qui sont négatives, et je suis d'accord sur le principe, mais qui virent rapidement une sorte d'obsession et potentiellement
à mon sens, et c'est mon humble sens, proche de ce qu'on pourrait considérer comme du harcèlement en ligne envers certains créateurs. Et donc, comme tu parlais du droit à la critique et des notions que tu as commencé à aborder d'harcèlement, de diffamation, mais quelle est en fait la frontière est très, très fine et comment, d'un point de vue juridique, tu peux passer du cadre de je suis dans une droit à la critique à je bascule dans l'harcèlement. Qu'est-ce qui définit juridiquement de l'harcèlement et dans notre cas surtout du cyberharcèlement? Alors, au niveau du harcèlement, il faut déjà se reporter un peu aux définitions pénales. Ouais. Alors, la définition pénale, malheureusement, est un peu décevante, puisque la loi pénale définit le harcèlement comme le fait de harceler. Donc, c'est sûr que si on se tenait à ça, on n'irait pas très loin. Ouais, C'est pour ça qu'il faut regarder au niveau de l'étymologie Mhm. du verbe harceler, qui provient du verbe herser en ancien français, qui signifie tourmenter. D'accord, oui, déjà Donc, c'est c'est en un peu... référence à l'outil du paysan à l'époque, la herse, qui permettait de malmener la terre. Donc, de façon très imagée, le harceleur est celui qui va donner des petits coups à sa victime Ouais. pour la tourmenter. Alors, du point de vue des éléments constitutifs du harcèlement, donc il faut déjà des propos comportements répétés. Donc, Mhm. une seule critique, c'est pas ça qui va Oui. constituer un harcèlement. Si je dis cette vidéo est nulle ou j'aime pas ce créateur, bon, pas de harcèlement. Et puis, ces propos, ces comportements, en plus d'être répétitifs, ils vont avoir pour objet ou effet de dégrader la santé physique ou mentale de la victime. Donc là, derrière, on va pas seulement avoir l'expression d'une opinion, on va avoir la volonté malveillante de tourmenter quelqu'un. Ouais. Ce qui va vraiment distinguer le harcèlement de la simple critique, c'est à la fois la fréquence et puis l'intention de la personne. Par exemple, c'est une chose de dire à quelqu'un ta vidéo est mauvaise. Ou Ouais. encore, je n'aime pas ton travail, c'est nul. Oui, Bon. c'est classique, on le prend tous. Alors, ça fait pas plaisir, ok, il n'y a pas les formes, ok, très bien, bon, on grince des dents, puis voilà. Mais on reste sur du droit de la critique. Et même négative, bah, c'est pas interdit. Sauf, encore une fois, dans les républiques démocratiques que vous citerez bien sûr en commentaire. C'est ça. La vraie différence, ça va être en revanche si je ne cesse de venir te répéter la même chose, si j'ameute des gens pour t'insulter, Ouais. te critiquer, si je me moque de toi en permanence. Là, je vais plus être dans la critique, là, je vais commencer à basculer parce que je vais rentrer dans un jeu où je vais vouloir t'écraser, Ouais. ou te rendre triste, ou t'énerver. Bref, là, on va pouvoir caractériser le fait que je veux vraiment te tourmenter, te harceler. D'accord. Et est-ce qu'il y a des spécificités qui sont propres à ce qu'on appelle le cyberharcèlement ou le harcèlement en ligne, par rapport au harcèlement classique que tu peux rencontrer, on va dire, dans ta vie quotidienne, même si, par exemple, je vais prendre l'exemple du collège, mais plus ça va, plus le harcèlement au collège se porte sur les réseaux sociaux. Donc, c'est pas le meilleur exemple, mais... Parce qu'en vrai, oui, c'est vrai que le problème du collège aujourd'hui, c'est que la frontière est maintenant assez fine, parce Ouais. qu'à l'époque, enfin du moins j'ai vu ça dans pas mal de revues de psychologie, à l'époque, le gamin ou la gamine qui se faisait harceler, au moins en rentrant à la maison, il y avait la coupure. Ouais, c'est Alors ça. qu'aujourd'hui, maintenant, il se fait harceler à l'école, il rentre chez lui et c'est parti pour le round 2. Ouais. Et ça va forcément être très endommageable pour sa santé mentale. Ouais, c'est ça. Et c'est ça qui va vraiment distinguer le harcèlement classique, entre de grosses guillemets, et le harcèlement en ligne. C'est déjà de une, la présence de l'outil de communication électronique, donc le téléphone, la tablette, l'ordi. Et dans le cas du harcèlement en meute, donc le fait de rameuter des gens pour que ces derniers puissent, ne serait-ce qu'une seule fois chacun, te critiquer, bah, ça va être le grand nombre d'auteurs de harcèlement. D'accord. Donc c'est notamment notamment la loi va décider d'encadrer ça pour lutter contre le phénomène des raids. Où là, on va venir instrumentaliser sa communauté dans le but de faire du mal à autrui. Après, les autres difficultés avec le harcèlement en ligne de manière générale, c'est que déjà le numérique, ça va décupler le potentiel de nuisance du harcèlement. Création de rumeurs, détournement de l'image ou de la voix, mémification de la personne. Et comme rien s'efface jamais vraiment en Internet, ben on va se retrouver avec des harceleurs qui peuvent perdurer dans le temps l'image et les préjudices de la victime. Je pense notamment à la fameuse affaire Jessie Slaughter aux États-Unis en 2011. Donc notamment Mad Dog avait fait toute une vidéo dessus que j'ai trouvé extrêmement intéressante, où une fillette s'est fait harceler par 4chan pendant des mois. Et des années après, bah, le même Udon Gooft, qui était créé à cette période-là, a survécu. Ouais, Un peu plus récemment, on a la fameuse affaire Voxmonter sur le YouTube Game français, avec le même du jeu porte-plainte pour diffamation, harcèlement et incitation à la haine,
qui a été Oui, tourné oui. en ridicule et qui a contribué notamment, entre autres, au harcèlement de Thomas Sirix. Alors après, on pense ce qu'on veut de cette affaire. Moi, je pense qu'il n'y a pas de loi blanche dans cette histoire. Oui, toujours. Euh, mais c'est sûr qu'en niveau des préjudices, ça peut poser question. Et d'ailleurs, en parlant de ces derniers, ils vont perdurer dans le temps, contrairement au harcèlement normal, entre guillemets encore une fois, parce que le droit à l'oubli est quand même difficile à mettre en pratique Ouais, sur le net. c'est très Alors il compliqué. existe, vous pouvez le demander, mais de une, le web c'est immense. De deux, on a beaucoup de contenu archivé par des webmasters fantômes. Et ensuite, la CNIL ne peut pas garantir cet exercice, enfin l'exercice de votre droit euh, de manière efficace parce que ça va dépendre de la législation de chaque pays. Euh, donc, et en plus, si par-dessus le marché, on rajoute le fait que le droit à l'oubli est contrebalancé par le droit à l'information publique, si votre affaire prend ne serait-ce qu'un tout petit peu d'ampleur, alors là, c'est mort. Ouais, c'est Vous êtes, terminé. vous êtes sûr que ça ne disparaîtra jamais. Ouais. C'est pour ça que vous allez pouvoir avoir une survivance, en tout cas, du harcèlement que vous avez pu subir d'une façon ou d'une autre. Après, si on fait un petit pas de côté du point de vue psychologique, euh, j'ai lu pas mal d'études, notamment de Madame Blaya, qui considérait que le cyberharcèlement pouvait avoir des conséquences plus graves Ah bah sur oui. la santé mentale des victimes, parce que vous allez vous retrouver dans un état d'insécurité permanente, isolé face à la masse, fragilisé par l'utilisation de votre image. Et étant donné que les agresseurs en face vont être anonymes, donc ils vont se sentir complètement désinhibés, et ils ne vont pas se mettre de limites. Et le fait même de ne pas vous voir en face, ça va complètement vous déshumaniser dans le rapport de puissance. Ce qui fait qu'ils vont se permettre énormément de choses qu'ils ne se permettraient pas s'ils vous avaient en face. Mm. Enfin, le dernier point éventuellement, c'est par rapport à l'utilisation des réseaux sociaux aujourd'hui. Il faut quand même mentionner que le harcèlement est de nos jours utilisé de manière plutôt détournée, ou même les outils de modération des réseaux, dans un but politique, ou du moins dans un but de faire taire des opposants ou des personnes qu'on n'aime pas, tout simplement. Soit effectivement dans ce but politique, soit dans un but d'optimisation de son expérience. Et je vais prendre un exemple tout simple, c'est le cas de Romain Badoir, qui avait fait une étude sur le sujet, et qui avait relevé que 47% des signalements sur Twitter avaient un caractère abusif. Donc notamment, on a toute la frange conservatrice qui est à la pointe sur le sujet, puisque le signalement abusif est notamment utilisé dans le contenu censurant les droits des minorités. D'accord. Sachant qu'en plus, pour parler de Twitter, depuis le rachat par Elon Musk, la notion de modération, elle est devenue complètement lunaire en fait. Signé avant, quand c'était encore Jacques Dorsey, je crois qu'il était juste avant Elon Musk, il y avait des équipes de modération et donc quand tu signalais un contenu, tu avais plus de chances de pouvoir avoir un contenu qui serait modéré, masqué, ce genre de choses. Désormais, ben en fait, c'est très compliqué, même des propos racistes, des propos injurieux, diffamatoires. Tu t'as beau essayer de signaler, c'est une tendance, mais c'est la tendance libertarienne de certains mouvements d'idéologiques américains. En plus, la même méta s'y met à devenir aussi de prendre ce virage, mais là, c'est un virage qui est a priori, c'est pas idéologique, c'est pragmatique, c'est parce que Trump est au pouvoir et que bah, il faut faire du business, et avec le business, faut aller dans le sens de Trump. Hein. Mais c'est vrai que les réseaux, en plus, de par voilà, le peu de soutien aux victimes de harcèlement, je le sais parce que moi, je l'ai vécu récemment, j'ai pas honte de le dire que un créateur de contenu m'a harcelé de manière prolongé pendant des semaines à hauteur de quasiment 70 tweets sur 2-3 semaines, voilà, c'est de l'obsession et ce genre de choses. Bon, moi, ça va, j'ai les reins solides et je sais comment réagir, mais voilà. On a quand même une situation où les réseaux incitent les harceleurs, en fait. Leur donnent l'impression qu'ils sont dans leur bon droit, parce qu'en fait, il y a un manque de réaction. Et c'est un peu problématique, et parce que ça peut avoir des grosses dérives, et on le voit. Et donc, ouais, c'est Sans vrai compter que... qu'en plus, les réseaux sociaux, ce sont pas des enfants de cœur de base, ils sont là pour faire de l'argent. Ce sont C'est des ça. particuliers. Et alors, d'un côté, à la base de la base, l'outil de modération, ça sert à quoi? Ça sert à ce que chacun puisse s'exprimer suffisamment tout en créant pas un environnement toxique pour que les gens puissent rester le plus longtemps possible. C'est ça.
Et la difficulté, alors notamment je pense à Twitter qui est cette poubelle en feu éternelle. Euh, Oui. la difficulté, mais les gens sont pas fous, ils savent très bien que le contenu négatif sur Twitter, ça fait des retweets, ça fait des likes, ça fait C'est des ça. interactions. Et qui dit like et qui dit interaction dit plus de temps sur les réseaux et qui dit plus grande visibilité. Donc à partir de là, pourquoi supprimer? C'est ça. Et en plus, le fait que la modération soit si peu réactive bah, génère, je le dis dans la vidéo, mais je le redis maintenant, ça génère un sentiment d'impunité totale de la part du harceleur qui se dit, bah, en fait, je harcèle pas, je critique, je suis dans mon bon droit. Et en fait, on me contredit pas, on me dit pas, on m'interdit pas de, je suis pas sanctionné par la plateforme. Donc, ce que je fais est normal. Et en plus, bah, comme tu dis, c'est une poubelle de Twitter et que bah, les gens sont en recherche de sens, en recherche de drama, donc ils encouragent les communautés, les gens encouragent encore plus à avoir ces propos. Bon, après, des fois. Et sachant que si on rajoute par-dessus le marché que l'outil de modération, parce qu'il faut pas l'oublier, c'est quand même un outil qui est sacrément négligent à la base, Mm. si en plus vous donnez derrière à cet outil-là une politique de laisser faire, alors c'est vraiment la foire à la saucisse, hein, mais, Ouais, c'est complètement le cas. C'est vraiment complètement le cas. Donc, bah, ce qui nous amène à parler des personnes, on va dire, les plus importantes dans ce genre de situation, ce sont les victimes. Parce que là, l'idée, c'est bien de parler de droit, c'est bien de parler, mais être un peu plus, on va dire, pragmatique, concret, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut apporter aux victimes d'harcèlement, quelles sont les bonnes pratiques à avoir pour les aider dans ce genre de situation, parce que c'est des choses qui sont... certaines personnes en plus ont une tendance à être harcelées et avoir honte d'être harcelées, donc ne le disent pas. Donc c'est important voilà, de donner les bonnes pratiques pour pouvoir en fait vivre et vivre, entre guillemets, arriver à survivre à ce moment-là et à s'en sortir de la manière la plus saine possible. Donc toi, par rapport à ce que tu connais, quels sont voilà, les conseils que tu donnerais pour aider les personnes qui sont victimes d'harcèlement? bah déjà le premier conseil, alors même si on va encore garder un orteil dans le droit, ce serait bah déjà le fait de sauver les preuves. Parce que ça, si vous voulez lancer une action derrière contre vos harceleurs, ça va être fondamental. Faut vraiment imaginer que c'est vos nombres de cartouches dans votre barillet, et le plus vous en aurez, plus vous aurez de chances de voir vos prétentions aboutir. Et la difficulté, c'est que bah, les hébergeurs, alors, en règle générale, ils n'aiment pas trop les contenus violents ou haineux. Hmm. Pourquoi? Parce que la loi leur impose de les retirer dès qu'ils en ont connaissance. Et donc forcément, si on vous retire les messages que vous subissez, et que vous ne pensez pas à les garder de côté, bah, vous allez avoir du mal à C'est prouver ce ça. que vous voulez. Donc je dirais que le premier réflexe avant tout, c'est la capture d'écran, avec en plus le nom de la personne, ou à défaut le pseudo de votre harceleur et le plus d'informations possibles la concernant. Ça va vraiment être capital pour. Après, si on sort du droit, je pense, alors c'est un conseil de vieux d'Internet, il y avait une expression qu'on, à l'époque, qui disait Do not feed the troll, Ouais, c'est ça. et je pense, ne nourrissez pas le troll hein, pour les non-anglophones d'entre nous. Et je pense effectivement la meilleure chose à faire déjà, c'est de s'éloigner des réseaux sociaux, pas vous laisser bouffer et ne pas laisser les harceleurs prendre emprise sur vous. D'autant que la précipitation est souvent mauvaise conseillère et qu'on est son pire avocat Oui, de totalement. manière générale. Ça sert de toute façon à rien que vous passiez votre temps à essayer de vous défendre vis-à-vis de ces personnes-là. Elles sont pas là pour vous parler, elles sont là pour vous donner des coups de marteau. Donc à partir de là, c'est pas la peine de rester. Donc vous hâtez pas pour répondre, ça sert à rien. Euh, Si à la rigueur vous tenez absolument à avoir une vue sur vos réseaux, ce que vous faites, c'est que vous demandez à une personne proche, à quelqu'un de confiance, un ami, un membre de votre famille, votre conjoint, etc., qui puisse surveiller votre réseau et vous aider à prendre les photos, les preuves nécessaires Hmm. pour vous défendre. Et enfin, bien sûr, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre avocat pour porter plainte avec constitution de partie civile, ou encore à essayer de porter plainte au commissariat ou en gendarmerie. Alors, sachant que, je suis quand même obligé de vous le dire, pour ce qui concerne les plaintes relatives aux droits de la presse, les policiers et les gendarmes sont très mal formés dessus et en général, ils vont vous regarder avec des gros yeux parce qu'ils vont toujours avoir ce réflexe de dire non mais attendez, moi je me suis tapé un homicide involontaire juste derrière sur l'autoroute et puis là j'ai deux trafiquants de drogue, c'est pas vous avec votre harcèlement qui allez me faire chier quoi. Totalement. Donc, donc alors, je force un peu le trait. Alors bien sûr, euh,
faut aller voir la gendarmerie et la police, c'est important. Mais si jamais ces derniers ont un peu de mal à prendre en compte votre plainte, vous étonnez pas, mais allez voir votre avocat. Ouais. C'est le meilleur truc que vous pouvez faire. Je confirme, hein, malheureusement, parce que moi j'ai fait un dépôt de plainte, hein, vu la situation que j'ai vécue. Et c'est vrai que la policière qui a pris ma plainte, en fait déjà il y avait une réelle lacune d'un point de vue connaissance juridique. C'est-à-dire que j'étais mieux informé sur les sujets de cyberharcèlement qu'elle, qui me disait que le dénigrement n'existe pas, ce genre de choses, alors que c'est sur le site du gouvernement, donc c'est problématique. Parce qu'en vrai, il y a un problème de formation. Il y a un réel problème de formation, c'est regrettable. Et en fait, vraiment, alors si vous le faites comme moi, armez-vous de patience, soyez calme. Ça sert à rien de vous prendre la tête avec un flic parce qu'il vous comprend pas, parce qu'en fait, il n'est pas formé pour. Ils comprennent pas les réseaux sociaux. S'ils prennent la défense du harceleur, restez zen. Moi, voilà, ça a été un peu mon cas. C'est-à-dire qu'elle me disait, mais il a raison. Mais non, il n'a pas raison, en fait. Sur un tweet, parce que j'ai fait un tweet qui était très limite, et je le reconnais très rapidement, j'ai reconnu plusieurs fois. Voilà, ça a déclenché une vague de harcèlement. Voilà, soyez conscients qu'ils ne connaissent pas le sujet, en fait. Donc, c'est pas grave si vous êtes mieux informés qu'eux. Parce que le plus important, c'est surtout de déposer la plainte. Parce que, bon, moi, je peux parler un peu de mon expérience. Sachez qu'à partir du moment où vous allez déposer la plainte, c'est pas le commissariat auquel vous déposez la plainte qui va enquêter. C'est une cellule spécialisée dans les affaires de cyberharcèlement et ce genre de choses qui, eux, maîtrisent le sujet, eux, comprennent, qui vont gérer, vont enquêter par rapport à tous les éléments qui ont été fournis. Et c'est eux qui vont faire le travail. Et voilà, après, n'attendez pas à ce que la situation elle soit réglée en 2 semaines. Je pense qu'ils sont surchargés de plaintes, malheureusement, Oui. parce que c'est quelque chose de récurrent. Donc, Comme pour toutes les soyez patients. administrations, c'est overbooké. Donc, C'est ça, c'est ça. Donc, si vous déposez plainte, ne vous étonnez pas si vous aurez des nouvelles au bout d'1 an, voire 2 ans, à mon avis. Parce qu'en fait, il y a tellement de dépôts de plainte, de situations, et parce que c'est un fléau réel de notre société, le fait de se sentir tout puissant derrière un petit écran et de cracher sa haine et de générer des problèmes auprès de personnes, et ça peut être très dangereux. Parce que moi, j'ai de la chance, je pense, d'être suffisamment conscient des choses, mais il y a des personnes qui subissent du harcèlement et on sait comment ça se termine. Ça peut se terminer en tentative de suicide et malheureusement ils peuvent y arriver. Donc voilà, ne vous étonnez pas, ça ne sera pas réglé tout de suite, mais la meilleure chose à faire, voilà, c'est de prendre son mal en patience, de se couper. Et justement, tu parlais tout à l'heure d'avoir des proches de confiance par rapport au réseau. Si les gens sont témoins de harcèlement en ligne, quelles sont, toi, les préconisations que tu leur donnerais pour aider les victimes? Alors, si quelqu'un est témoin de harcèlement en ligne, mais ça vaut aussi pour la vie réelle, hein, bien Oui, sûr. bien sûr. Bien sûr. Alors, je vais sortir la réponse d'avocat. Ça dépend. Parce que, évidemment, ça va dépendre de beaucoup de facteurs. Mais déjà, le point de base, et je pense qu'il est capital, c'est de soutenir la victime. Ouais. Parce que le harcèlement, c'est une infraction qui a pour but de mettre dos au mur quelqu'un, de casser, voire de tuer la victime. Ça, faut pas l'oublier. D'où le fait que certaines victimes en viennent à se suicider, parce qu'on leur fait tellement comprendre qu'elles n'ont pas leur place ici, qu'elles en viennent à commettre le pire. Et on a souvent, pour appuyer notamment ce phénomène, ce qu'on va appeler le phénomène du bouc émissaire. C'est-à-dire qu'on va avoir tout un groupe qui va voir sa violence, ses pulsions agressives, hein, pour prendre un peu le jargon de la psychanalyse, se concentrer sur une seule personne qui va devenir la tête de turc du groupe, qui va un peu souder le groupe, hein, d'une certaine façon aussi. Euh, et cette personne, ce bouc émissaire-là, va se sentir coupable et va se persuader qu'elle mérite de se faire emmerder. Et juste retenez bien que non, vous ne méritez pas de vous faire emmerder si vous êtes emmerdé. C'est juste une bande de cons qui a décidé de vous prendre pour cible. Donc là, non, faut dire non. Et vous, si vous êtes témoin de ce genre de comportement, la meilleure chose à faire, c'est de rompre l'isolement de la victime et de ne pas la laisser penser qu'elle est seule ou qu'elle mérite ce qui est en train de lui arriver. Personne ne mérite de se faire emmerder. Voilà, tout simplement. Après, de manière générale, si jamais vous êtes témoin de harcèlement, il faut signaler ce genre de comportement. Alors, si vous êtes dans le monde du travail, il faut signaler au RH, il faut signaler à l'employeur ou à l'inspecteur du travail.
avec si possible des preuves. Alors bien sûr, vous les conservez aussi de votre côté, hein, vous leur donnez pas les originaux. Voir le comité social et économique aussi, qui peut recueillir vos témoignages et qui sera ravi de le faire. Si c'est votre employeur qui vous harcèle, donc là, suggérez à votre ami d'exercer ce qu'on appelle le droit d'alerte et de retrait. Donc le fait déjà de une qui va alerter l'employeur sur le fait que c'est pas normal qu'il soit tourmenté comme ça, et ensuite il va pouvoir se retirer de l'entreprise sans aucun préjudice, pour justement pouvoir se mettre en sécurité. Et puis seulement là, vous lui conseillez de se rapprocher de son avocat. Ouais. Idem, si vous êtes en milieu scolaire, bah, vous vous rapprochez de votre CPE ou de la psychologue scolaire. Mais dans tous les cas, vous allez chercher de l'aide. Et vous rapportez effectivement les faits à une personne qui va pouvoir prendre des mesures afin de faire cesser le comportement délétère. Et, et on va parler un peu de l'autre facette et d'autres acteurs de cette situation. Et on va parler plutôt de tout ce qui va être des agresseurs, en fait, les harceleurs. Parce qu'il ne faut pas oublier que le harcèlement est reconnu pénalement, donc il est puni par la loi. Est-ce que tu peux préciser les risques qu'encourent des personnes qui pratiquent le harcèlement, et dans notre cas particulier, le cyberharcèlement, s'ils sont déclarés coupables Alors, le harcèlement en ligne est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. Donc le harcèlement neutre, lui, donc celui où vous invitez des gens pour faire un raid sur une personne, ben, il va être puni de 3 ans et 45 000 € d'amende. Donc, et à côté des punitions prévues par le code pénal, bah, vous allez aussi être obligé d'indemniser les préjudices de la victime, donc tous les dommages que vous aurez pu lui causer. Donc si elle a tenté, si elle s'est fait du mal, vous allez devoir l'indemniser. S'il y a des dommages psychologiques aussi. Donc tout ça, voilà, à cause de votre comportement lamentable. Et ce qui est marrant, alors c'est pas marrant entre guillemets, mais moi j'ai remarqué un truc concernant les harceleurs, c'est que il y a un processus qui est assez intéressant, c'est le processus de victimisation du harcèlement. C'est-à-dire qu'en fait, les harceleurs harcèlent de manière outrancière, et en fait, leur principale ligne de défense, c'est se dire, je suis victime d'un harcèlement, et parce qu'une personne va me critiquer, mais moi je vais l'harceler de manière systématique, violente. Et en fait, je suis victime d'un harcèlement parce qu'en fait, j'ai plusieurs personnes qui ont critiqué une fois. Souvent, c'est des personnes qui font de la merde. On leur dit, arrête, tu fais de la merde. Et c'est quand même incroyable d'être dans ce déni. Et on est d'accord. Il faut noter que souvent les harceleurs sont d'anciens harcelés eux-mêmes. Donc oui, il y a peut-être, je pense, un mécanisme de protection ici qui est de se dire non mais attendez, moi je suis gentil, je suis une pauvre victime, j'ai moi-même été victime de. Maintenant, effectivement, la question c'est est-ce qu'effectivement il n'y a pas une espèce de désillusion du fait qu'on a cet écran interposé entre nous et qui fait que alors, on critique, on va harceler. Et puis lorsque la réalité revient pointer le bout de son nez, est-ce qu'on n'est pas en train de se dire ah, est-ce que finalement ça tourne plus mal que ce que j'avais pensé? Bah, je pense qu'il y a un peu de ça, c'est qu'il y en a beaucoup qui sont dans un déni total de leur comportement et qu'en fait, à un moment, ils vont devoir utiliser la carte Joker. Ah, mais en fait, je suis harcelé. Parce qu'en fait, ils se rendent compte où les gens lui disent mais en fait, c'est toi qui es dans cette posture d'harceler des groupes de personnes, d'harceler une personne en particulier, ce genre de choses. Et en fait, c'est hyper... Malheureusement, c'est intéressant parce qu'en fait, ces personnes se victimisent de leur comportement qui est toxique. Et c'est vraiment... C'est ça qui est plus flagrant, en fait. C'est moi, dans mon cas, je ne nomme pas parce que c'est pas l'intérêt, cette personne-là disait que je l'harcelais. Et en fait, j'ai fait le calcul sur 2-3 semaines. J'étais entre 70 et 80 postes qui étaient à mon encontre. Alors, moi, je vais vous donner un petit conseil aussi. J'ai oublié de rebondir là-dessus, mais je vais vous donner un conseil. Moi, quand j'ai fait mon dossier, parce que j'ai un dossier potentiellement que je transmettrai à un avocat si on part dans une phase de procès, j'ai fait un dossier Excel où j'ai mis j'ai un dossier avec tous les noms des captures d'écran, le texte du contenu, le lien du post, et surtout l'horaire et la date. Oui. Parce que c'est hyper intéressant et c'est hyper important. Et essayer d'avoir cette... Alors c'est chiant à faire parce que ça m'a pris des heures, mais par contre, les choses que je voyais, c'est que la personne en question avait des séquences de 1 heure où il y avait 20 tweets qui tombaient sur moi. Donc on était dans de la pratique obsessionnelle. Ça, c'est
voilà, la récurrence et le principe de cyberharcèlement. Et Donc, c'est bien ce que tu fais parce que même dans le monde du travail, c'est le genre de choses qu'on peut conseiller notamment aux salariés qui se font harceler. Alors même si effectivement, comme tu dis, c'est chiant, faut mettre témoin en présence, date, heure, etc., contenu des propos, mais derrière, faut vous dire que votre avocat, il va avoir une chronologie impeccable c'est ça. des faits, puis il va avoir surtout toute la traçabilité. C'est ça. Et encore, je crois que j'ai pas tout mis parce que c'était fastueux. Malheureusement, il y avait énormément. Et c'est ça qui est horrible. Et on est noyé. Mais l'idée, voilà, c'est trouver des gens à qui parler de confiance. Et vraiment, en plus, c'est bien parce que ce genre d'événement, ça te permet aussi de te rendre compte qui est digne de confiance dans ta vie à cet instant. Malheureusement, on voit que beaucoup de personnes ne le sont pas tant que ça, malheureusement. Donc ça, c'est important aussi. Ça vous permet aussi de resserrer des liens avec des gens qui méritent le coup. Donc c'est très important. En tout cas, merci Pierre-Ambroise, parce que c'était hyper intéressant et ça donne voilà, un poids réel à cette vidéo, parce que moi, je fais mes blagues, je fais mes conneries, c'est bien intéressant. Là, on a quelqu'un, c'est un professionnel. Tu vas bientôt prêter serment. C'est ça, en octobre-novembre de l'année prochaine, normalement. Donc pour l'instant, bébé avocat, mais avocat néanmoins. Bah, écoute, vivement. On a oublié de le préciser, en tout cas, tu as oublié de le préciser, et je pense que c'est important, c'est que, bon, tu es pas non plus un noob de YouTube, parce que tu interviens, si je ne me trompe pas, sur 2 chaînes. Donc ça me permet de faire un gros big up à Fanny, parce que c'est Fanny qui nous a mis en contact, Fanny Cordet. Donc j'aimerais bien aussi, fais ta promo, parce que c'est le moment, on sait jamais. Hein. Alors, je suis plus trop sur YouTube en ce moment parce que j'ai pas trop le temps, mais Ouais, effectivement, je faisais quelques vidéos sur la chaîne Le Monde d'Ambroise où je faisais quelques analyses de manga ou de romans et autres. Donc, n'hésitez pas à passer voir, mais Ça vous sera attendez en pas du description, nouveau de toute récemment. façon dans le truc. Et donc tu travaillais aussi avec Fanny sur sa chaîne pour... Sur le dictionnaire juridique en vidéo, Ouais. donc là où je suis beaucoup plus actif, donc là effectivement on va faire beaucoup de définitions juridiques, alors notamment en droit pénal, et sur sa chaîne YouTube, donc je crois que c'est ABC Juriste, Fanny Cornette, donc où elle effectivement on va creuser un peu plus des choses. Et Fanny, je te fais des bisous, t'es un amour, parce que franchement, on s'est contacté en 20 minutes, elle m'a filé ton contact et voilà, ça a coulé de source. Voilà, merci beaucoup en tout cas, ça va vraiment donner du poids à cette vidéo, ça va être plus intéressant que moi qui raconte des conneries. Et écoute, on va, comme je dis, on va serrer les doigts et croiser les fesses pour que ça se passe bien, pour que tu puisses devenir bébé à super avocat prochainement. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup Pierre-Ambroise en tout cas. Ciao, bye bye les gens! Maintenant, on va essayer de switcher sur quelque chose de plus positif. Ce n'est pas parce que des gens cherchent à générer de la visibilité car ils ont un syndrome de l'imposteur, un problème d'estime de soi qui compense en agressant les autres, que l'entièreté des créateurs sur Internet sont des rats au pneu. YouTube, Twitch, Twitter débordent de personnes inspirantes, drôles, passionnantes, bienveillantes, qui ne cherchent qu'à vous apporter du positif dans votre quotidien à leur propre manière. Donc, essayons de parler de ces créateurs et de ces créatrices qui méritent 100 000 fois plus d'être dans la lumière que les autres. Et j'ai personnellement 1000 fois plus de respect pour ces petits créateurs, comme certains les appellent pour les dénigrer, qui cherchent juste à transmettre aux autres et persévèrent alors que le succès n'est spécialement pas au rendez-vous. Parce que oui, faire du contenu sur Internet, c'est très ingrat. On va bosser des heures, voire des semaines sur une seule vidéo, et au final se retrouver avec un flop. Mais continuer pour soi et pour les abonnés qui sont les plus fidèles, c'est une magnifique preuve que le contenu n'est pas là uniquement pour faire des vues et accessoirement de l'argent, mais que la passion est réelle. Et pour moi, il est primordial de rappeler une chose. Si vous pensez avoir réussi alors que vous véhiculez la violence, vous participez au harcèlement ou avez d'autres comportements toxiques, eh bien je suis désolé de vous dire ça, mais votre chaîne YouTube est un immense échec, peu importe ce que diront vos stats ou vos abonnés. Le véritable succès ne se mesure pas à des vulgaires stats, mais à l'image que votre contenu va laisser au public, à comment les gens vont se souvenir de vous. À vous de voir si vous voulez rester dans les mémoires comme un immense connard, ou plutôt comme une personne qui a juste essayé d'apporter du positif auprès des autres. Personnellement, j'ai fait mon choix. Bah oui, mais tout le monde le sait que t'es un connard. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à débattre en commentaire de manière bienveillante. Et surtout, n'hésitez pas à recommander des créateurs, des créatrices qui méritent 1000 fois d'être connus, reconnus par la passion qu'ils dégagent, par ce qu'ils essaient de vous transmettre. C'était Clément. N'oubliez pas de rester connecté et surtout d'être bienveillant sur les internets. Ciao!